Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est l'émission emploi de Bismart, emploi RH évidemment, en direct du lundi au vendredi. Je suis très heureux de vous retrouver dans notre rubrique Bien dans son job. On va parler du bruit. Oui, le bruit, c'est la plaie pour les salariés. On en parlera avec un entrepreneur. Il a trouvé une solution. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Devenir entrepreneur, c'est possible, ça vous le savez, mais entrepreneur au sein de son entreprise. On en parlera avec nos experts, les experts de Welcome to the Jungle. Puis le cercle RH, on va parler du sport. Non, pas du sport avec les résultats sportifs, Djokovic et son élimination, le résultat du Tour de France ou le Grand Prix de Formule 1. Non, le sport comme secteur d'activité économique touché de plein fouet par la crise Covid. On va y revenir parce que le plan de relance fait des propositions concrètes. Est-ce que c'est suffisant? On en parlera avec mes invités. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les attentes des cadres à l'égard de leurs managers. Oui, les managers doivent se modifier. On en parlera avec notre expert dans quelques instants. Mais d'abord, le journal de l'emploi présenté par Eva Bensadi. Bonjour Eva. Bonjour Arnaud. Elle l'attendait depuis plusieurs semaines. Les TPE et PME qui souhaitent prolonger la durée de leur PGE bénéficieront de taux bancaires préférentiels, des taux compris entre 1% et 2,5% et une durée de prêt qui peut aujourd'hui atteindre 5 ans. C'est le fruit de plusieurs semaines de discussions entre le secteur bancaire et Bercy. Les taux varieront bien sûr en fonction de la durée du prêt choisi et d'un établissement à l'autre. 600 000 entreprises sont aujourd'hui concernées. Les partenaires sociaux veulent plus de moyens pour la reconversion des salariés. Selon le MEDEF, les 100 millions d'euros du plan de relance sont largement insuffisants. 100 millions doivent en effet être affectés au financement du CPF Transition, un compte pour les salariés dédié aux réorientations professionnelles. L'organisation réclame aujourd'hui 300 millions d'euros supplémentaires, un budget nécessaire selon elle pour endiguer l'augmentation du chômage et faire face aux besoins économiques. Une subvention pour moderniser les usines françaises. Voilà ce qu'a annoncé ce matin la ministre chargée de l'Industrie en déplacement dans une usine PSA près de Poissy. 2 dispositifs seront mis en place. D'abord, transformer le suramortissement des entreprises en mécanisme de subvention. Subvention à la robotique notamment. Bercy décide également de renouveler le prêt French Fab opéré par BPI France pour aider à investir dans la modernisation des lignes. Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement débloquera pour ces subventions 40 millions d'euros en 2020, puis 140 millions en 2021 et encore 140 millions en 2022. Bien dans son job. Alors là, la rubrique tombe bien parce que le sujet dont on va traiter, c'est le bruit. Oui, le bruit. Les open space, le télétravail avec les enfants qui crient derrière pendant qu'on travaille, le professeur avec l'étudiant, le casque qui ne marche pas. Combien de fois on l'a entendu, lu des articles. Je ne pouvais pas suivre mon cours. Je n'avais pas le casque, ça ne fonctionnait pas. On en parle avec notre invité, Pierre Guillu. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez autour du cou déjà un outil technologique. Je ne sais pas ce que vous portez autour du cou. Du coup, je porte notre premier né, un produit qui est sorti en 2018, les écouteurs Tilder. Notre spécialité chez Eurosound, c'est justement la gestion du bruit. Ouais, vous êtes le CEO de Eurosound, je ne vous ai pas présenté. Oui. J'étais un peu comme ça capté par l'objet que vous avez. Alors, vous avez fait un diagnostic, vous êtes parti d'un principe, avec des chiffres à l'appui évidemment, que près de 3/4 des salariés se sentent mal au travail parce qu'il y a du bruit, c'est 7 salariés sur 10. Et puis vous êtes parti aussi d'une analyse qui est le télétravail a occasionné des difficultés de compréhension, d'échange, parce qu'on était beaucoup évidemment en visio, et qu'une fois sur 2, le casque ne fonctionnait pas, ça n'allait pas. Partant de ce principe, vous vous êtes dit, il faut trouver une solution. Quelles sont vos solutions concrètes ? Alors, nos solutions ne sont pas nées exactement de ce principe de télétravail. Elles sont nées bien avant ça. C'est quand même des années de R&D derrière pour amener la technologie. Mais le constat du problématique du bruit, elle est là. Effectivement, comme vous disiez, 7 personnes sur 10 se plaignent du bruit dans le travail. Et le bruit, qu'est-ce que c'est ? C'est des sources de gêne, de fatigue, et ça entraîne aussi des risques psychosociaux. Et il y a 50% des salariés qui considèrent que le bruit a un impact sur leur santé. C'est la première des nuisances dans le monde du travail. On précise bien que c'est le bruit dans le tertiaire, parce que je pense au bruit dans l'usine avec des bruits de marteau, de machines. Là, on est dans un bruit de bureau. Oui. Dans l'usine, effectivement, on est dans des bruits qui sont dangereux pour l'oreille, sur des impacts lésionnels. Oui. Donc, on est dans des normes et des obligations de protection. Dans le tertiaire, on n'a pas d'obligation de protection. Pourtant, on a un risque, puisque les gens s'en plaignent. On a calculé les décibels dans un bureau, un open space, c'est quoi? Oui, ça varie entre 45 et 65 décibels. Donc, on est très en deçà des 85 décibels, au-delà desquels on a l'obligation de porter une protection. Mais on est sur des bruits constants, on est sur des bruits fatigants. On est vraiment sur des bruits qui rendent fou
à la fin de la journée, Qui épuise. qui épuise. Donc ça veut dire que la solution que vous proposez, parce que vous avez des solutions, c'est Tilt Voice First notamment, c'est un casque, c'est quoi? On s'isole? Alors, Tilt Voice First, c'est notre technologie. Effectivement, dans le travail, il y a un peu, quel que soit votre travail, aujourd'hui, vous avez besoin de deux choses. C'est vous concentrer et communiquer. Tilt Voice First, elle répond à ça. C'est-à-dire qu'elle permet d'isoler les bruits ambiants qui vous dérangent. Par contre, elle va améliorer la conversation, la communication avec quelqu'un qui est soit en face de vous, soit à distance au téléphone. Je ne veux pas vous challenger, mais quand je donnais des cours dans des écoles, il y avait des étudiants qui avaient le casque et qui me disaient, moi j'ai besoin du casque pour me concentrer, mais je leur disais, mais attendez, retirez votre casque parce que moi j'ai besoin de vous parler. Ouais. C'est pas gênant le casque? C'est exactement la problématique de laquelle on est parti. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé dans les open space avant de monter cette boîte. Qu'est-ce qu'on voyait dans les open space? Des gens avec des boules caisses, des casques de métier, des casques audio, on voyait tout. Les managers se plaignaient parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer. On est parti de ce constat pour monter la boîte. On s'est dit, pourquoi par la technologie on ne peut pas faire la différence finalement entre un signal de voix, quelqu'un qui vous parle, ça c'est important quand on travaille ensemble, d'un brouhaha, d'un bruit de machine qu'on veut couper. Dans nos produits, on intègre jusqu'à 10 microphones qui viennent capter ces bruits environnants et qui viennent différencier les bruits environnants. Du coup, ça permet de filtrer et de choisir, tout simplement. Donc ça sélectionne les sons. Ça va sélectionner les sons et ça permet donc de récupérer cette bonne balance entre quelqu'un me parle, je vais pouvoir communiquer avec lui, il y a du brouhaha derrière, je le coupe, ça ne me dérange pas. D'accord, là on est dans le cadre d'une visio par exemple. On est dans le cas On est bien d'accord. Hein. en face à face. En face à face. On est dans le cas d'une visio. Et l'annulation de bruit va s'adapter à votre environnement de travail. Alors, ce qui est génial dans votre technologie, parce que vous êtes inspiré de votre expérience de cadre avant, c'est que c'est un Made in France. On y tient beaucoup sur ce plateau, parce que la semaine dernière, on faisait un sujet sur les relocalisations industrielles, et on a vu que c'était possible, qu'il y avait des entrepreneurs qui se jetaient. Vous avez toujours été Made in France ou pas? Non. Vous avez évolué sur ce sujet? On a démarré l'entreprise en étant Made in China. Pourquoi? Comme tous ceux qui faisaient de l'audio, hein. Quasi. C'est ça. Moi, avant de monter cette boîte, j'ai travaillé pour différentes marques de l'audio. Tous les produits que j'ai mis en production, c'était en Chine. Donc, quand on monte une jeune boîte, qu'on est quelques-uns dans la boîte, qu'on est assez peu financé, on va voir les gens avec qui on avait l'habitude de travailler, qui nous font confiance, qui nous disent « Ok, tu as peut-être une jeune boîte, mais je sais que tu sais faire, donc ok, je vais travailler. » Et ça, c'était les Chinois. Ça, c'était les Chinois. Mais les valeurs de notre boîte, c'était de se dire non, nous, on veut faire en France. On veut faire en France, pourquoi? Parce qu'on est là, parce qu'on a été formé ici, parce qu'on veut faire vivre la filière électronique en France, et aussi parce que nos clients veulent acheter français. Donc, c'est fabriqué dans une usine en France. Celui-ci, le dernier né, qui est sorti cet été, le casque beau design, Tilt d'ailleurs. 2 Pro, voilà, Made in France. C'est le seul casque professionnel tertiaire qui soit Made in France. C'est-à-dire, Made in France, c'est un sujet un peu technique, mais tous les produits, tous les composants sont Made Non. in France. Non, C'est pas un du vrai tout. sujet. Dans le Non, textile, c'est le même sujet. Hein. Non, le Made in France, il y a deux règles qui s'imposent au Made in France. La première, Une charte. il y a une charte exactement qui est définie par le Code des douanes, qui définit que 45% de la valeur du produit doit être faite en France, donc ce qui est évidemment le cas, et que la dernière transformation doit également être faite en France. Donc l'assemblage. Donc nous, on a quelques composants électroniques évidemment qui sont faits en Asie du Sud-Est, on a des pièces plastiques qui sont faites en Asie du Sud-Est, mais tout l'assemblage électronique, surtout la métrologie, c'est-à-dire la mesure, la calibration. Quand je vous disais qu'on avait 10 microphones dedans, c'est incroyable. Imaginez le nombre de calibrations qu'on Par va faire rapport à sur- d'autres sur- technologies de casques qu'on connaît sans citer de marque, vous vous situez comment là par rapport au nombre de microphones dans ce casque? On est plus avancé ou au niveau des plus premium des marques concurrentes qui sont plus connues sur le secteur grand public. D'un point de vue concret, donc vous avez cette technologie Eurosound, on l'a évoqué, Tilt Pro. Comment on fait? C'est-à-dire que vous allez voir les entreprises, vous allez voir les grands groupes, vous leur dites voilà, vous avez plus de 15 000 salariés dans des open space ou des. Nous, on vous propose notre technologie. Comment vous faites là en ce moment? Ouais. Aujourd'hui, il y a un quart de notre business qui est en direct justement avec des entreprises. Alors on travaille de la TPE jusqu'au grand groupe et trois quarts en indirect, c'est-à-dire par des revendeurs. On travaille par des réseaux de distribution qui sont soit dans l'ergonomie du poste de travail, soit dans le périphérique IT. On fait quasiment pas de prospection, on gère que de l'entrant vu la problématique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous disent les salariés, les cadres qui utilisent votre produit? Parce que on a commencé l'interview avec ce casque que vous aviez autour du cou. Quelle est la différence entre celui que vous avez autour du cou et celui que vous avez entre les mains? Alors, justement, celui-ci, vous voyez, il est petit, discret. Ouais. C'était vraiment pensé. On dirait un stéthoscope. pour, voilà, j'ai besoin de me concentrer, mais je veux rester discret dans l'environnement de travail. Parce que c'est mal vu de porter le casque? Non? Oui. Bah oui, il y a quand même. Oui, Non, mais je le redis, ça Alors, crée une situation Il y a particulière. vraiment différentes cultures d'entreprise. Il y a des entreprises dans lesquelles c'est mal vu. Il y a des entreprises qui vont plutôt mettre en avant de dire si vous portez un casque,
c'est que vous avez besoin de vous concentrer. Ça veut dire que tu étais dans le Donc, boulot et laissez tranquille les gens qui ont un casque sur les oreilles. On a voulu faire quelque chose de discret, qui est vraiment plus en rupture par rapport au casque dit traditionnel, un design un petit peu plus féminin. Ce produit-là, extrêmement bien marché pour se concentrer, pour également sortir, parce que c'était pratique de le mettre dans son sac, d'aller dans la... Il est léger, en effet. Dans la rue, effectivement. Et celui-ci, c'est plus pour la visio, celui-là? Alors, celui-ci, en fait, c'est un produit qui est complètement versatile, qui va venir répondre vraiment à toutes les applications métiers qu'on peut trouver dans le tertiaire. C'est-à-dire que ça va du cadre qui a envie d'écouter de la musique, se concentrer de temps en temps avec... Oui, c'est dangereux le casque, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Avec les écouteurs. Ouais. On va trouver une ergonomie qui est modulable, c'est-à-dire qu'il est soit avec des petits coussinets comme ceci, soit avec des gros coussinets. Simplement, vous venez le changer. D'accord. Je vais faire une question bête. Il est en Bluetooth? Alors, il est en Bluetooth. Ouais, parce que et il est en filaire. C'est-à-dire que vous pouvez le connecter en USB, en jack, en RJ9. Je le relie à mon portable. Un casque qui est complètement versatile. C'est-à-dire quel que soit votre connectique, quelle que soit votre machine, ça va se connecter dessus. Et pour les gens qui sont tout le temps au téléphone, celui-ci, vous pouvez aussi y brancher un petit microphone additionnel, la petite perche habituelle qu'on retrouve sur les centres d'appel. C'est ça. Et qui va vous donner une qualité de voix qui est imbattue. Là, ça veut dire que ceux qui sont en centre d'appel et qui ont vraiment le téléphone collé à l'oreille, c'est le cas de le dire, là, vous leur mettez ce téléphone et ils ont une qualité de son et de repos aussi. Ils ont une qualité de son pour eux et pour la personne distante. Voilà. Vous sortez dans la rue, vous laissez votre microphone perche et vous avez un casque. Ça sera l'image de fin, Pierre Gihu. Vous êtes le CEO de Rosoon. Gardez votre casque sur les oreilles parce qu'après tout, c'est votre produit. Il est made in France, voilà. Et il est très hybride, ce produit. Il est made in France et c'est le seul made in France. Et c'est le seul, c'est important de le préciser. On le signale à chaque fois qu'on en a l'occasion. Merci Pierre d'être venu sur le plateau. Tout de suite, c'est notre rubrique Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. C'est tout de suite. Working Progress chaque jour avec les invités de Welcome to the Jungle. On va les découvrir, c'est souvent de belles rencontres. Avec nous Mathieu Amaré. Bonjour Mathieu. Bonjour. Rédacteur en chef France de chez Welcome to the Jungle avec des invités intéressants aujourd'hui. J'allais dire presque comme chaque jour, mais on s'intéresse à l'entrepreneuriat. Alors vous allez me dire, oui, on défonce une porte ouverte parce que l'entrepreneuriat, c'est l'ADN de l'émission et de Bismart, sauf que c'est l'entrepreneuriat un peu particulier. Exactement. Ici, on parle d'intrapreneuriat, un concept relativement récent, qui consiste pour les entreprises à offrir la possibilité à leurs collaborateurs de porter seuls ou à plusieurs une activité innovante ou créatrice de valeur au sein même de l'organisation. C'est en quelque sorte monter sa petite entreprise dans la grande. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Véronique Bouchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de stratégie à EM Lyon Business School, chercheuse en intrapreneuriat et fondatrice du tout récent Institut en intrapreneuriat, donc au sein de la même business school. Et donc même si je suis rattachée à Lyon, je vis à Paris et je travaille à Paris. Il ne faut pas se rater, c'est l'entrepreneuriat. L'intrapreneuriat, c'est un mot qu'on découvre là en ce moment sur ce plateau. Il est tout neuf ce mot. Je ne sais pas si vous le découvrez sur le plateau, mais c'est un concept relativement récent. À quelle époque peut-on... Non, le récent, oui, par rapport aux aires géologiques, c'est quand même récent. On parle plutôt fin des années 70, début des années 80. D'accord. Et concrètement, en quoi consiste la mise en place d'un programme d'intrapreneuriat dans une Donc c'est quand une entreprise décide d'encourager les pratiques et les projets intrapreneuriaux. À minima, on peut dire que c'est une pratique d'empowerment qui se base sur de la communication. Donc la communication consiste essentiellement à donner la permission. Donc à dire aux gens, c'est OK, allez-y, faites-le. Si vous avez un projet, faites-le. Sur l'accès à des ressources donc financières, qui peuvent être un capital d'amorçage, par exemple, qui peuvent être des expertises, qui peuvent être également du temps. La ressource la plus critique, c'est le temps qui est alloué à l'intrapreneur, et également des ressources de la formation, de l'accompagnement et de l'organisation, puisque l'intrapreneur opère dans un contexte complexe, qui est une organisation existante, avec des processus, avec une structure de pouvoir, avec des parties prenantes. C'est quoi l'intérêt, excusez-moi, pour l'entreprise? Non, juste d'un point de vue très pratique. L'intérêt, en fait, il y a deux. L'intrapreneuriat fonctionne sur deux jambes. Donc, il y a un aspect performance et il y a un aspect développement du capital humain. Donc, de créer du sens.
aussi, Pardon ? de créer du sens. Oui, pour moi, développement du capital humain, ça veut dire pas mal de choses. Donc ça peut vouloir dire réengagement, motivation, ça peut vouloir dire attraction et rétention des talents. Ça peut vouloir dire également développement des compétences, parce que quelqu'un qui devient entrepreneur et qui progresse dans son itinéraire d'entrepreneur, est transformé par cette expérience et devient vraiment est très développé. Et la question qu'on peut se poser d'ailleurs, c'est une fois que le projet est créé, une fois qu'un intrapreneur seul ou à plusieurs a créé son projet d'entreprise au sein même de son organisation, qu'est-ce qui se passe ? Il y a plusieurs possibilités. En fait, ça dépend beaucoup de l'alignement, on va dire, de son projet avec les orientations stratégiques de l'entreprise. Donc, si cet alignement est trop faible, on va envisager un spin-off. Voilà. Si l'alignement est suffisant, il y a deux possibilités. Soit cette entreprise devient une BU, si elle a un potentiel, business unit, d'accord. Une entité, en fait, avec un profit and loss statement, avec un PNL. Excusez-moi, là, beaucoup d'anglicisme. L'idée, c'est qu'elle devient quoi, une filiale du grand groupe, c'est ça, hein, ou alors elle se détache et elle repart. Ou elle est prise, elle est reprise par une entité déjà préexistante qui considère que... Justement, on parlait d'entités préexistantes. Comment est-ce qu'elle se substitue à cette recherche et développement, qui sont d'ailleurs des départements qui existent déjà, et des départements à part entière, d'ailleurs, des organisations. Ça marche dessus, c'est ça. Non, il n'y a pas de... Très schématiquement, je dirais que pour moi, la R&D s'occupe d'invention, s'occupe d'inventer, et l'entrepreneuriat, comme d'autres pratiques, s'occupe d'innover. Innover, c'est s'assurer qu'une nouvelle pratique est adoptée. L'innovation, c'est toujours concret, c'est toujours ancré dans un milieu social, matérialisé, dans développé. Un marché, c'est matérialisé. Ouais, donc, le rôle de l'entrepreneur, c'est d'innover, c'est pas d'inventer. Ce qui n'empêche pas certains entrepreneurs de s'appuyer sur des inventions qui ont été développées dans les labos de l'entreprise. D'ailleurs, c'est même souhaitable. C'est même souhaitable que des gens qui ont la pêche, qui ont une vision du marché, récupèrent des, entre guillemets, perles, pépites, comme vous voulez les appeler, qui sont dans les labos et qui sont peu ou mal exploitées. Bien sûr. Alors, est-ce que vous auriez des conseils pour justement les départements ressources humaines ou les créateurs d'entreprises pour pas que ce projet leur échappe et qu'ils gardent... Vous parliez d'alignement tout à l'heure aux valeurs de l'entreprise. Ça se fait au fil de l'eau. Je dirais qu'à chaque étape du développement, puisque, disons, on a une phase d'idéation, ensuite on a une phase de développement du concept qu'on pourrait assimiler à une phase d'incubation, ensuite on a une phase d'accélération. À chaque étape, le projet est plus mûr, on le connaît mieux, il y a moins d'incertitudes, et donc à chaque... C'est aussi l'intérêt de l'entrepreneuriat, c'est qu'à tout moment, l'entreprise peut décider de mettre plus de billes ou d'en mettre moins. Donc c'est en fait, on crée des options pour l'entreprise. Et donc, ce qui veut dire qu'à chacune de ces étapes, l'entreprise peut réviser son jugement sur le projet et dire à l'entrepreneur, ton projet finalement n'est pas suffisamment aligné. Ce qui génère une angoisse pour l'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il se dit à tout moment on peut me couper le cordon parce que je ne vais pas assez vite, parce que je ne suis pas aligné. Mais en même temps, il y a une relation de confiance, puisque au sein même de l'organisation. C'est le jeu. Non, d'accord, mais il y a une pression quand même qui s'installe. Oui, bien sûr. C'est quoi les secteurs d'activité phares de l'entrepreneuriat, si je l'ai bien dit ? Vous voyez, il n'y a pas vraiment de secteur. L'entrepreneuriat est compatible avec beaucoup de secteurs. J'ai la téléphonie, oui, je dirais que les télécoms ont quand même été très engagés dans l'entrepreneuriat. L'industrie aussi. Mais je dirais que les télécoms sont un petit peu en pointe dans toutes ces pratiques. Mais il y a plein d'autres. Il y a la grande distribution, il y a la construction, il y a... consumer goods, il y a l'alimentation, il y a une multitude de secteurs qui s'intéressent, qui pratiquent l'entrepreneuriat. On cite d'ailleurs des projets phares qui sont sortis de ce concept d'entrepreneuriat, notamment le post-it. Oui. Voilà. C'est génial. Alors le post-it, c'est quelque chose qui remonte déjà à 30 ans. Non, mais c'est un produit de la vie quotidienne. Oui. Alors ce qui est intéressant, c'est que 3M est cité comme l'entreprise la plus intrapreneuriale, une des plus intrapreneuriales. 3M, est-ce que vous pouvez me le rappeler ? 3M.
c'est une entreprise qui développe une multitude de produits à base d'adhésifs, qui utilisent les adhésifs et le dépôt en couche mince. Donc ils font, je sais pas, des trucs, des rubans magnétiques, scotch de peintre, tout. Ils font du papier abrasif, ils font une multitude de choses. Et ils ont une culture très entrepreneuriale. Pourquoi ? Parce qu'ils détiennent une technologie cœur qui se décline en une multitude de produits et d'applications. Et donc, ils laissent en fait à leurs employés l'accès à cette technologie cœur et le soin de trouver de nouvelles applications. Voilà. Et il y a une autre entreprise qui est très intéressante à observer de ce point de vue-là. C'est une entreprise qui s'appelle W.L. Gore. Donc Gore, ce sont ceux qui produisent la fibre Gore-Tex, que probablement vous connaissez. Bien sûr, pour la montagne. Et c'est exactement le même concept. Une fibre qui est une invention de M. Gore, qui mondialement connue. Oui, mondialement connue, qui se décline en milliers d'applications et avec une culture d'entreprise vraiment intéressante. Moi, si vous vous intéressez à l'entrepreneuriat, lisez sur W.L. Gore, ça vaut vraiment la peine. On s'y intéresse. Merci Véronique Bouchard. Je rappelle que vous êtes professeur à l'EM Lyon et puis vous êtes Business School et puis vous avez aussi cet institut de l'intrapreneuriat. Vous avez vu, je l'ai bien dit, Véronique Bouchard. Merci d'être venue sur le plateau. Tout de suite, c'est Travailler demain avec notre prochaine invitée, toujours avec Mathieu Amaré. Mathieu, on poursuit. Là, on avait, je dirais, le concept, je dirais presque philosophique de l'intrapreneuriat. Là, on va rentrer un peu plus dans le concret, peut-être, avec votre invité qui met des outils collaboratifs au service. Au profit, oui, des entreprises, comme vous l'avez dit. On a expliqué la théorie avec Véronique Bouchard. Maintenant, on va véritablement rentrer dans la pratique avec Alexandra El-Hachem. Alexandra, bonjour. Je crois que vous êtes à Toulouse, c'est ça Exactement. Par Skype. Vous êtes cofondatrice et CEO de BloomUp, qui est donc une entreprise qui propose une suite d'outils collaboratifs capables de favoriser l'innovation et la création de projets au sein même d'une entreprise. Comme je disais avec Arnaud, on a théorisé le concept avec Véronique Bouchard, avec vous. Comment concrètement vous avez eu, en fait, racontez-nous un petit peu l'historique du concept de la création de votre entreprise et la raison qui vous a poussé à fonder BloomUp. Exactement, bonjour à tous. Bonjour. Alors, vraiment, chez BloomUp, on a cette volonté d'aider les entreprises à concrétiser leurs projets, parce que pour nous, une boîte, elle vit vraiment grâce à ses projets. Et donc, que ce soit des projets innovants d'ailleurs, ou des projets de transformation, ou toute autre typologie de projet. Et pour cela, on a développé un outil collaboratif en ligne qui va simplifier la gestion de projet et qui va faciliter la collaboration entre les équipes. Alors, pour répondre à votre question sur l'origine du concept, donc moi, j'ai cofondé la société avec Arnaud Groff et Jean-Baptiste Fleury, donc on est 3 associés. Okay. Et en fait, à l'origine, on s'était vraiment basé sur des outils d'idéation. Donc, on était au tout début du processus d'innovation, on en parlait tout à l'heure, mais c'est les phases d'idéation et on avait développé donc une espèce de boîte à idées digitale, en fait. C'est comme les anciennes boîtes à idées que vous voyez dans l'industrie, des urnes où on met des enveloppes. On avait digitalisé ce concept-là. Et puis, en fait, rapidement, avec nos clients, on s'est rendu compte que le nerf de la guerre, c'était pas forcément sur la génération d'idées, puisqu'on se met tous les 3 dans la pièce, on trouve une thématique, on arrive à générer des idées. Tout l'enjeu, en fait, il était sur l'après, sur comment je fais pour passer en mode projet et puis pour concrétiser, valider, invalider ces concepts et puis pour développer de nouvelles solutions pour l'entreprise. Alors justement, comment ces outils permettent-ils de travailler en équipe de façon concrète ? Oui. Alors déjà, il faut savoir qu'il existe sur le marché vraiment une dizaine, voire une centaine même au niveau mondial d'outils de gestion de projet. Et pourtant, il y a encore des choses à faire. Alors nous, comment on s'est mis à faire ces choses-là? Donc on n'est pas parti de rien. On a vraiment interviewé plus de 500 personnes qui sont des chefs de projet, des managers, des dirigeants, qui sont aujourd'hui en train de tester notre solution. Et donc ces personnes, elles nous ont dit clairement qu'il leur manquait quelque chose, en fait, notamment sur la transparence des projets. On aimerait savoir où en sont et avoir une meilleure visibilité en fait sur leur avancement, pardon. Et aussi qu'il manquait en fait d'apprentissage dans ces solutions. Et donc concrètement. Oui, pardon. Non, Alexandra, juste le processus concret. Moi, je suis au sein d'une entreprise, j'ai plein d'idées, je ne le mets pas dans la petite boîte aux lettres en carton, je vous envoie sur votre réseau collaboratif. Qui prend en charge ma demande parce qu'il faut bien l'examiner, il faut la lire, il faut la décrypter. C'est vous d'abord qui triez ou c'est immédiatement forwardé à l'entreprise ?
Alors, pas du tout, hein. Ce sont des outils qui sont en SaaS, donc Software as a Service. Pour information, c'est des outils en ligne, donc, et qui sont à disposition de l'entreprise. Donc, nous, on n'a aucune visibilité sur ce qui se passe dans leur espace projet, en fait, hein. D'accord. Donc, c'est vraiment des outils de gestion de projet que l'on connecte à son Slack, à son Teams. Donc, les idées en amont, elles arrivent dans l'entreprise assez naturellement parce qu'un collaborateur a une idée, parce qu'un client a une idée, parce qu'il y a un besoin, en fait. Et donc, on passe en mode projet. Et donc, concrètement, on va, via cet outil collaboratif, pouvoir en équipe s'organiser au travers de tâches, par exemple, au travers de méthodes agiles. On va pouvoir mettre à disposition des Kanban, ce genre de choses. Et puis, ça va permettre, surtout, et c'est ce qu'on apporte de différenciant, ça va permettre aux chefs de projet, aux managers ou aux dirigeants d'avoir, pour une fois, en fait, une visibilité sur l'ensemble des projets qui sont en cours et sur leur avancement grâce à un tableau de projet, en fait, qui va chercher l'information dans chacun des espaces collaboratifs. Alors que traditionnellement, les équipes travaillent peut-être avec des gestionnaires de tâches, comme des Trello ou ce genre de choses, mais il n'y a aucune vision en fait macro de ce qui est en train de se passer en fait. On ne sait pas où on est, quel projet. Est-ce que les outils s'adaptent aussi aux projets que mènent les gens dans leur propre entreprise? Est-ce que vous arrivez à assumer avec ces outils une espèce de singularité dans chaque projet? Est-ce qu'en fait vos équipes s'adaptent tout simplement aux projets des autres? Alors en fait, il n'y a pas de projet type, hein, parce que ça va vraiment dépendre de la nature du projet. Si on est sur un projet innovant, c'est vraiment des grandes étapes qui sont différentes d'un projet de création d'un nouveau produit, d'un projet d'amélioration de process qualité. Enfin, ça va vraiment, l'outil en lui-même, il est complètement personnalisable. Chaque entreprise va pouvoir suivre les KPI qu'elle souhaite, hein, et c'est personnalisable. Donc ça va vraiment être en fonction des équipes qui l'utilisent et toujours de la volonté et de pourquoi on fait ça, hein, comme n'importe quel outil, j'ai envie de dire. Ça dépend de la finalité. Vous avez cité un mot extrêmement important, les KPI, qui, à Welcome to Jungle en tout cas, nous intéressent beaucoup, mais aussi à Smart Job aussi. Quels sont-ils ces KPI? Quelles sont-elles plutôt ces KPI qui reviennent dans chaque projet que vous suivez? Alors on va surtout, parce que nous, même si on suit aussi d'autres typologies de projets, on a quand même on se focalise sur des projets d'innovation. En fait, ces projets d'innovation, c'est pas forcément projet par projet où on a des KPI qui se répètent. C'est vraiment plutôt de la gestion de portefeuille en fait, de projets innovants. Donc, c'est plutôt des KPI qui vont dépendre de votre stratégie, de ce que vous avez envie de faire. Par exemple, si vous faites de l'innovation, parce que je sais que c'est une émission RH, donc si vous faites de l'innovation, par exemple, pour améliorer votre marque employeur, pour donc attirer de nouveaux talents, parce que c'est quand même un argument très très fort pour l'extérieur, là, vous allez avoir des KPI qui sont complètement différentes de si vous faites des projets pour trouver des nouveaux produits, générer du chiffre d'affaires, améliorer la marge de l'entreprise. Donc ces KPI, ils vont vraiment dépendre de la finalité en fait et de pourquoi vous faites ça. Voilà. Les KPI, c'est les indicateurs de performance. Juste pour le dire à ceux qui nous rejoignent, c'est les indicateurs de performance, et vous le dites, qui peuvent varier finalement en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé. C'est bien ça. Hein. Exactement, tout à fait. D'un dernier mot, là vous vous projetez dans quoi? Là, c'est quoi les projets qui vous attendent? Alors nous, on se concentre vraiment sur cet outil de gestion de projet. Il est aujourd'hui en phase de test par plus de 530 exactement dirigeants, managers et chefs de projet. Donc d'ailleurs, si vous voulez nous aider à améliorer cette solution, je vous donne rendez-vous sur bloomup.io. Bien sûr. Et puis nous, on a vraiment cette volonté de faire grossir l'équipe et de développer une entreprise pérenne, voilà. Merci. Toujours avec cet état d'esprit d'innovation. bloomup.io. On est d'accord, Mathieu. Alexandra Lachem, merci d'être venu. Bloomup, vous nous parliez de Toulouse. Merci à Mathieu. On se retrouve demain, évidemment, à la rencontre de nouveaux invités, les invités de Welcome to the Jungle. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Tout de suite, c'est le Cercle RH. On parle du sport. Le sport, alors pas évidemment à travers les résultats du Tour de France ou du Grand Prix de Formule 1 gagné par un Français, non. Le sport business, le sport amateur, les sponsors, le secteur économique impacté, touché de plein fouet par le Covid. Comment retrouver un second souffle? On en parle juste après cette pause avec nos invités. Le cercle RH, on parle aujourd'hui du sport. On essaie de prendre des secteurs qui sont des secteurs clés de notre économie. Alors pas pour parler que des résultats sportifs. Le sport, c'est de l'émotion, évidemment. C'est des grands moments de fête. Puis c'est aussi derrière des entreprises. Ce sont des clubs qui génèrent et qui créent de l'emploi. La crise Covid, évidemment, vous l'avez vécu. Vous qui êtes sportif peut-être, vous l'avez vécu de plein fouet. Plus de sport pour tout le monde. Plus de terrain de foot, plus de terrain de tennis, plus d'activités sportives. Ça a été très compliqué. Il fallait sortir une petite feuille signée quand on voulait aller marcher ou courir
courir, ça a été assez contraignant. C'est vrai que le monde du sport connaît des difficultés. Le plan de relance s'est penché au chevet du sport. Est-ce que c'est suffisant? On va en parler avec mes invités parce que derrière, il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de chômage partiel, il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de sponsors. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde professionnel s'inquiète. On fait le point avec mes invités. Pierre Rondeau, je commence par un homme, mesdames, je suis désolé. Pierre Rondeau, économiste du sport et co-directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès. Vous analysez le sport comme fait social, comme une forme de miroir de la société et du capitalisme. On va en parler avec vous dans quelques instants parce qu'il y a des débats sur le sponsoring, sur même le salaire de certains joueurs. C'est un sujet qui est posé. Magali Tézénas de Moncel, merci d'être avec nous, déléguée générale de Sport Sora. Alors vous avez organisé une garden party en présence de la ministre, ça a été assez médiatisé parce que vous représentez, vous, l'interprofessionnel, l'intérêt général de 230 acteurs de l'économie du sport et vous aviez la ministre. Vous avez pu évidemment discuter avec elle un petit peu très concrètement parce qu'on parlera du sport sous l'angle du sport entreprise, du sport business, de ceux qui gagnent de l'argent avec ce sport et puis qui créent des emplois. Merci d'être avec nous. Marie Barzac, merci d'être là. Directrice Impact Héritage au sein du comité d'organisation des JO 2024. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, les JO créent de l'emploi. En ce moment même, il y a la construction de bâtiments, de logements, d'infrastructures sportives. Et c'est vrai que le plan de relance a mis un coup de projecteur sur la transition écologique des installations sportives. Ça, c'est un sujet très important et on va en parler. Quelques chiffres quand même pour qu'on y voit un peu clair. Il y a 11,6 milliards d'euros, c'est le poids économique du mouvement sportif. 3 milliards d'euros, c'est le poids économique du sport professionnel. Ça représente quand même pas rien. Et 1 milliard d'euros, c'est la contribution fiscale et sociale des clubs professionnels, c'est-à-dire que ce sont les entreprises qui contribuent à l'économie. J'ai envie d'abord de vous poser la question, Magali Tézénas de Moncel. Quand vous aviez la ministre, toutes les questions que j'ai soulevées dans l'introduction de ce débat, vous lui avez parlé de cette question. Vous lui avez dit, nous sommes impactés, on a le sentiment peut-être, qu'on parle de beaucoup de choses dans le plan de relance, mais peut-être pas beaucoup du sport. C'est comme ça que vous lui avez dit ? Alors, effectivement, on peut être assez peut-être déçu du plan qui a été annoncé, effectivement 100 milliards et puis 120 millions fléchés sur le sport. Ces 120 millions, ce sont les clubs. 40 millions pour l'emploi dans les clubs. Donc, ceux qui voient le verre à moitié vide disent c'est pas pour le sport, c'est pour l'emploi. 50 millions, c'est la rénovation énergétique des installations sportives. Et puis, il y a 30 millions qui sont destinés à l'aide pour les clubs ou pour les fédérations. Donc effectivement, je fais un petit calcul, 120 millions d'euros, c'est 0,001% des 100 milliards d'aides pour un secteur qui représente à peu près 2% du PIB. On peut se dire effectivement qu'on aurait peut-être espéré mieux. Alors la ministre... Un peu l'enfant pauvre du plan de relance. Oui, alors parce que aussi on est très dans le sport, on est toujours très chagrin parce qu'on parle des milliards que l'on donne à la culture et que le sport est souvent un peu oublié alors qu'il est extrêmement important dans notre société. Vous avez dit effectivement pendant le confinement, mais il faut savoir que pendant le confinement, c'était une des rares occasions qui nous permettait de sortir le sport. C'est dire finalement l'importance donnée au sport, mais qui parfois dans les plans d'aide ne se retrouve pas là. Mais bon, il y avait 3 milliards d'aides. C'est ce que la ministre a annoncé. Il y a eu des aides, évidemment, avec l'activité partielle, les prêts garantis de l'État, des exonérations de charges. Donc, ce secteur a aussi été... du chômage partiel pour les salariés qui travaillent dans les clubs. Voilà, tout à fait. Et puis, d'autres mesures sont encore à l'étude. Nous, on en porte une aussi spécifique d'incitation fiscale pour les sponsors, puisque c'est une des grandes craintes. On en reparlera peut-être. Qui commence doucement à dire, écoutez, moi, mon entreprise est en difficulté, je ne peux plus soutenir ou mettre ma marque sur les maillots, sur les bateaux. On l'a vu, ce n'était pas la crise Covid d'ailleurs qui avait impacté la Massif, mais en tout cas, ça a été un événement dans le milieu du sport. Pierre Rondeau, la BPI, par la voix de Patrice Béguet, a écrit une tribune, une interview il y a quelques jours, et Patrice Béguet dit « Le manque à gagner pour l'instant dans le sport professionnel, on va le voir, c'est 1,4 milliard d'euros pour l'instant, uniquement dans le sport professionnel ». Comment vous regardez ce débat qu'on pose sur la table ? Est-ce que vous avez le sentiment, comme les acteurs du secteur, que le sport est un peu l'enfant pauvre, un peu l'oublié, et pourtant, il génère de l'activité économique, il génère du flux financier,
Et il est un peu oublié. Dans tout ce débat et dans tous ces chiffres qui sont vrais et qui ont été donnés, qui sont totalement vrais, il faut bien faire la distinction entre le sport professionnel et le sport amateur. Ça, on est entièrement d'accord que le sport professionnel a, malgré le confinement, malgré la crise économique, malgré le coronavirus, a souffert, mais a été aidé. Vous l'avez dit, 3 milliards d'euros pendant le confinement, les prêts garantis d'État, les exonérations Parce que ce sont des entreprises, hein, voilà, ce sont des Le entreprises. sport professionnel, c'est un secteur professionnel, ce sont des entreprises qui payent des salariés, qui ont un but de lucrativité, qui doivent vivre. Donc 3 milliards d'euros consacrés au secteur professionnel. Le sport amateur, lui, qui génère, vous l'avez dit, plus de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, qui a plus de 360 000 clubs amateurs en France. Des bénévoles ? Plus de 300 000 bénévoles. Donc, justement, par définition, des bénévoles, ce ne sont pas des salariés. Donc, pas de chômage partiel. Pas d'aide d'État, pas de prêts garantis d'État, puisque ce ne sont pas des entreprises. Et vivant sur les subventions municipales ou des vivant sur les intercos. subventions à 16%, Ouais. mais à 40% sur les événements. Et les événements, absolument. Sur la billetterie, Et la billetterie. sur les buvettes, sur les événements extra-sportifs. Les à côté du stade. Exactement. Qui ont tous été annulés pendant le confinement et qui continuent à être annulés. Se rajoute à ça la peur à la rentrée, la peur d'une seconde vague, la peur de la contamination, la peur d'une nouvelle pandémie. Avec des qui joueurs désincite les parents à envoyer leurs enfants dans les clubs de sport, Exact. qui désincite les pratiquants à s'acheter ou à payer une licence. Donc, C'est un drame pour le sport, ça. c'est un drame pour le sport amateur. Et quand on parle d'un plan de relance de 120 millions d'euros, dont si on le détaille, 30 millions d'euros pour les clubs amateurs, ça me semble très insuffisant. Club et fédération, c'est faible. C'est très faible. Je ne voudrais pas faire la hiérarchie entre le domaine de la culture, le secteur de la culture et le sport. parce que... Mais le plan d'aide pour la culture, c'est 2 milliards. Le plan d'aide pour le sport, c'est 120 millions. Je pourrais ensuite Et il faut enchaîner rajouter l'année blanche pour les intermittents du spectacle. Hein, oui, qui voilà. n'a pas été, Beaucoup d'aides qui ont été consacrées et qui sont tout à fait normales pour la culture. Mais le sport, qui permet à la fois une bonification économique, des rentrées fiscales très importantes, vous l'avez dit, qui permet la production d'un bien-être, la production d'une cohésion sociale, d'un vivre ensemble, d'une lutte contre la précarité. Sport et santé. Exactement, contre l'obscurantisme, contre le communautarisme. Le sport a des éléments économiques et sociaux et sociétaux extrêmement importants. Et je trouve, et c'est mon avis personnel, mais peut-être que je serai rejoint, le plan d'aide est bien trop faible. C'était ma question. Par rapport à la portée du sport en France. Il y a un petit peu d'espoir, parce qu'il y a ces JO là, qui se profilent, dont les sportifs doivent revoir leur plan de préparation, parce qu'ils ont été repoussés. C'est terrible pour les sportifs de haut niveau. Marie Barzac, vous créez combien d'emplois, vous, en ce moment, pour ces JO 2024 ? Parce que, il faut quand même continuer à construire, à préparer les infrastructures. On continue, ça ne s'est pas arrêté ou ça s'est ralenti ? Non, tout est en cours et rien ne s'est ralenti. En fait, on a une cartographie des emplois qui a été réalisée en 2019 pour clairement identifier nos besoins d'emploi dans le temps et sur les métiers précisément. Donc cette cartographie, elle a chiffré autour de 150 000 emplois qui vont être mobilisés pour organiser les Jeux, des emplois dans la construction qui vont être les premiers à être mobilisés. Donc là, il y a déjà quelques emplois qui ont été créés autour de la déconstruction. Vous savez qu'il y a des chantiers qui ont été lancés. Le Covid n'a pas ralenti le calendrier de travail de ces chantiers de mise en place. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc les ouvriers, les ingénieurs, les maîtres d'œuvre étaient sur les chantiers pendant le Covid ? Non, bien sûr que non. Tout s'est arrêté, bien sûr, rassurez-vous. Vous me faites peur. Non, ce que je voulais dire, c'est que le calendrier de travail ne s'est pas ralenti, les études ont continué et ont permis de mettre les premiers coups de pioche à l'issue, évidemment, de la période de confinement. Vous avez eu une inquiétude, vous vous êtes dit, ce Covid, avec cette deuxième vague qui prétend arriver à l'automne, vous dites, est-ce que ces JO sont toujours maintenus, quoi qu'il arrive ? Oui, on s'est effectivement posé la question. Cette question a été posée avec le CIO et elle a été débattue, elle a été tranchée. Les Jeux auront lieu en 2024. 2024. Tout à fait. Il n'y aura pas de décalage du tout, malgré le décalage des Jeux de Tokyo. Impact héritage, dans votre titre, ça veut dire quoi l'impact héritage ? Qu'est-ce que vous portez comme... Ce que je porte, c'est justement tout ce qui n'est pas l'organisation de l'événement des Jeux, c'est tout l'élan des Jeux au service du sport dans la société. Et donc ce que vous évoquiez, monsieur, c'est-à-dire le rôle du sport pour bouger plus, pour éduquer, pour s'engager, pour plus d'égalité, plus de solidarité, plus d'inclusion, pour vivre ensemble. Tout ça, ce sont des projets qui doivent être portés, qui doivent être connus. Et on a donc créé pour la première fois dans un comité d'organisation une direction dédiée avec des moyens dédiés. Vous savez que nous sommes en ce moment en train de travailler notre copie et les ambitions de Paris 2024 à travers le budget. Donc on ne bougera pas le budget, on ne bougera pas les ambitions environnementales et sociales. Donc il y aura des mêmes moyens qui ont été prévus au départ sur ces trois sujets. Ça a été le débat au Brésil, savoir comment étaient construits les stades, l'impact environnemental. Ça, c'est extrêmement important pour nous.
Patrice Béguet, vous allez dire, c'est mon livre de chevet, cette interview, mais elle tape très fort, parce que c'est quand même un des directeurs de la BPI qui s'engage pour le sport, qui dit « Beaucoup d'analystes mondiaux s'expriment sur le fait aussi de baisser les salaires dans le secteur sportif de certaines disciplines qui sont devenues indécents. » C'est un sujet de fond. C'est pendant qu'un secteur commence à s'inquiéter, des salariés sont au chômage partiel parce que les stades sont fermés, parce que les jauges ont été réduites. Là, j'ai vu qu'au rugby, on avait augmenté des jauges à 9 000 ou à 10 000. Certaines voix s'élèvent en disant « Attendez, arrêtez. Il faut repenser le modèle sportif dans une forme, je dirais, plus vertueuse. » Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous représentez des entreprises sportives privées. Oui, alors, moi, je voudrais dire, parce que j'en ai un peu, j'en profite. Allez, mais vous êtes là pour ça. Des salaires ça agace tout le temps, ça. Des sportifs, parce que, oui, effectivement, il y a des sportifs qui gagnent énormément d'argent, mais c'est une part extrêmement faible. Dans un sport en particulier. Dans le sport. Et dans le football. Énormément de sportifs qui font... qui ont des engagements remarquables, des performances remarquables et qui ont des revenus extrêmement faibles. On a beaucoup parlé au moment des JO de Rio de la moitié des sportifs qui allaient aux Jeux, qui étaient en dessous du seuil de pauvreté. Donc voilà. Donc, dans l'athlé, dans des sports un peu confidentiels. On stigmatise un peu le sport et parce que effectivement, oui, il y a des sportifs, effectivement, sûrement plus spécifiquement dans le football. Dans le football. Mais après, si vous voulez, il y a un marché, c'est un secteur économique. Ce sont des. Il crée de la richesse. Il crée de la richesse. Il crée de l'emploi. Le secteur du foot, c'est 35 000, je crois, emplois. En France. Jean-Michel Aulas attaque, vous avez vu, il attaque, il demande 100 millions d'euros. 100 millions d'euros parce pour son club. Championnat arrêté, il dit, nous, c'est 100 millions, on a perdu 100 millions. Mais donc, ce sont des emplois, ce sont des entreprises. Donc voilà, donc si on paie effectivement ces stars-là, ça a permis aussi de relever le niveau non, vous êtes sur ce discours, voilà. C'est un marché. Deux clubs qui sont allés très haut, en Champions League cette année. Jusqu'en finale même d'ailleurs. Voilà. Après, effectivement, on peut se dire qu'il y a eu des négociations avec les syndicats dans le foot, dans le rugby. Oui. Que la masse salariale dans ces clubs pro est effectivement extrêmement. Les clubs disent, attendez, nous on tire la langue, je pense pas au PSG, mais certains ont effectivement accepté de revenir sur leur salaire. Par solidarité aussi, par les salariés. À l'égard des salariés, exactement. Qui étaient en temps partiel. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de solidarité dans ce milieu-là et qu'il ne faut pas stigmatiser. J'entends bien. Pierre Rondeau, vous en pensez quoi? Parce qu'il y a question du côté vertueux. Il y a les clubs amateurs qui ont parfois des t-shirts un peu déchirés parce qu'on n'arrive pas à les changer d'une année sur l'autre, qui ne reçoivent pas forcément les subventions à l'heure. Puis il y a des clubs, évidemment, qui payent des joueurs 800 000 euros par an. Mais une solidarité. Il y a une solidarité aussi. C'est vrai. Le sport professionnel donne au sport. Oui, c'est vrai. Il y a une péréquation. Alors, vrai. sur ce point, et je vous rejoins totalement, il y a une solidarité, il y a une péréquation, il y a un ruissellement, si je puis dire, entre le sport professionnel et le sport amateur. On connaît en France la taxe Buffet, qui est un prélèvement de 5% sur les droits sportifs. Donc oui, à première vue, effectivement, il est normal de soutenir le sport professionnel qui viendra, lui, en retour, aider et soutenir le sport amateur. Mais sur ce point, et c'est pour ça que ça me permet de faire le parallèle avec le débat sur les salaires, il y a de l'argent dans le football. Ce qui permet d'expliquer les rémunérations. Les droits télé et un cycle. Il y a les droits TV, c'est le sport le plus populaire du monde. Une finale de Coupe du Monde est vue en France par 26 millions de personnes. Sur Terre, on parle d'une audience de 1,3 milliard de téléspectateurs. Si vous pensez que ce sont des consommateurs potentiels, les sponsors, les droits TV... Ils viennent et mettront l'argent. Ça, c'est une certitude. C'est par exemple le même débat qu'on a sur la rémunération entre les footballeurs et les footballeuses. Certains disent qu'il est normal, entre guillemets, que les footballeuses soient moins bien payées puisqu'elles génèrent moins d'argent. C'est un autre débat. Je reviens sur le point rémunération et donc solidarité. Effectivement, il y a de l'argent dans le football, ce qui justifie donc le Neymar à 36 millions d'euros par an. C'est ça, c'est un marché. Donc Et donc, ensuite vient aider le sport amateur. Mais sur ce point et sur ce point précis, je trouve qu'il faut encore faire des efforts. Parce que la taxe Buffet, par exemple, c'est une demande soumise par la commission sport à l'Assemblée nationale et au Sénat. La taxe Buffet est plafonnée à 40 millions d'euros. Elle rapporte aujourd'hui uniquement pour le football français 56 millions d'euros par an. Sauf qu'elle est plafonnée à 40 millions d'euros. Les 40 millions d'euros sont ensuite fléchés vers l'Agence nationale du sport. La différence est directement accaparée par le budget de l'État. Les clubs et certains députés, à gauche comme à droite, demandent à ce qu'en période de crise, la taxe Buffet, donc l'aide du sport professionnel en faveur du sport amateur,
soit intégralement consacré à l'aide du sport amateur et qu'on déplafonne cette taxe Buffet. Parce que si les joueurs sont bien payés, ce qui est normal parce que c'est un marché économique, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Donc s'il y a de l'argent, il n'est pas normal que les clubs amateurs aient du mal à trouver des maillots en état ou à trouver des terrains disponibles. S'il y a de l'argent dans le football, je suis extrêmement choqué de voir non pas Neymar payer 36 millions d'euros par an, mais de voir des joueurs amateurs de rugby, de foot ou de tennis ne pas pouvoir jouer le week-end parce qu'il n'y a pas de terrain disponible. Et ça, c'est plus choquant. C'est exact. Côté JO, parlons des sponsors, parce que là, le débat se termine et je m'en excuse, mais il y a des clubs qui disent, mais aujourd'hui, moi, j'arrive pas à boucler mon budget. Je parle des clubs un peu intermédiaires, pas forcément les grands clubs de l'élite, mais des clubs professionnels, mais qui sont un petit peu dans des classements intermédiaires, en Ligue 2, en fédéral. Côté JO, pour les sponsors, ce qui n'est pas votre domaine de prédilection, les sponsors maintiennent, j'imagine, leur présence. Il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, on est dans une phase où on démarche encore des sponsors, on cherche encore des sponsors. On n'a pas bouclé complètement le budget, mais c'est tout à fait normal et on n'est pas du tout en retard sur notre calendrier de travail. Donc nous avons déjà Ils hésitent, les sponsors sponsors domestiques. Non, on a des discussions. Ouais. Comme toute entreprise, les sponsors aujourd'hui cherchent aussi du sens à leur investissement et à leur engagement dans un contexte particulier quand d'un même. acteur. Donc avec Paris 2024, quel est le sens de leur engagement au-delà du sponsoring pur et de l'accompagnement à l'organisation, la livraison des Jeux. Et justement, on essaie de travailler sur cette dimension sociale et sociétale. Quel est le projet qui intéresse le sponsor dans le cadre de l'organisation des Jeux qui dépasse l'événement lui-même? Le sens. Le sens, je pense que sponsoring, il y a un sujet quand même. Oui, bien sûr, il y a un sujet parce que vous savez, dans le modèle économique du sport, effectivement, vous avez les droits télé, la billetterie, le trading de joueurs, les hospitalités, et puis le sponsoring. Donc, en fonction du poids des droits télé, ça peut représenter entre 20 et 50% des revenus des détenteurs de droits. Et il y a eu évidemment pas mal de craintes quant au retrait de certains partenaires, parce que ce sont des entreprises. Et là, on va voir, je pense que c'est maintenant. C'est septembre-octobre, c'est ce que vous dites. Ce qui va se passer sur le chiffre d'affaires des entreprises qui ont souffert et du coup les restrictions budgétaires qu'elles vont demander à leurs équipes, aux équipes de communication, qui c'est souvent ce qui est le plus touché lorsqu'il faut réduire on touche à la com, on touche évidemment au sponsoring. Côté, tout de suite. Vous voulez, je pense qu'il faut aussi être positif. C'est que suite à cette crise, en fait, les Français demandent beaucoup aux marques d'être utiles. Effectivement, c'est cette quête de sens. Le sens. Il faut qu'elles soient utiles. Et le sport est certainement le levier qui coche vraiment toutes les cases de l'utilité sociale et sociétale. Évidemment. Et donc, c'est aussi, je pense, un message positif qu'il faut donner. Donc, il y a des entreprises qui auront du mal à maintenir leur budget. Vous avez eu des entreprises aussi, on a eu des très, très bonnes surprises, ou des entreprises dans la restauration, Best Western, qui a signé un nouveau partenariat pour un bateau du Vendée Globe au moment du confinement. Donc, pourtant, on peut se dire... Alors que juste avant, une compagnie importante d'un très grand... Ils ont réorienté leur partenariat. Gabar perdait son sponsor. Oui, et donc si vous voulez, il y a aussi des aspects positifs. Je pense il y a aussi beaucoup d'envie. Il y a une étude qui est sortie, la IFOP aussi au mois de juillet, sur l'envie des Français à retourner. Et dans les stades, il y avait un manque, 73% des Français disant d'être en manque de spectacles sportifs. Qui sont des événements populaires. La Ligue des Champions. La Ligue. On avait tellement c'était besoin d'une tristesse. de ces rendez-vous. Ces stades vides, c'est terrible. Oui, mais malgré tout, inversement, effectivement, on peut débattre sur l'aspect visuel du match, en l'occurrence du match de foot dans un stade vide, mais les audiences étaient là. Ouais. Alors, parce que le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais étaient en demi-finale. Mais en tout cas, les audiences étaient là. Les audiences étaient là. Les Français ont compense, évidemment. Et se sont rués sur ces événements sportifs. Juste d'un mot, avant de vous donner la parole, vous avez déjà des chiffres, des indicateurs qui nous disent l'état du secteur. Là, je parle en tant que secteur d'activité économique. Il y a des plans de licenciement, il y a des clubs qui se disent on va revoir la voilure. Comment ça se passe? Alors, moi, c'est vrai que spécifiquement sur le sport professionnel et plus précisément sur le football, on a des chiffres, des éléments qui tombent. On sait que pour l'instant, il n'y a pas de plans sociaux qui sont actés dans les clubs. Mais on garde les salariés. Oui, mais le sport, c'est pas uniquement les clubs. Le sport, c'est aussi les médias qui en parlent. C'est aussi tout ce qu'il y a autour du stade. C'est l'écosystème du sport. L'écosystème. Et pensez notamment en termes de médias, les plans sociaux qui ont lieu chez Altice, chez Next Radio TV, BFM RMC et au sein de l'équipe, qui ont beaucoup perdu pendant le confinement du fait de l'arrêt des activités. Parce que réduction, évidemment, même si des retransmissions de 36 000 emplois dans le football, 36 000 emplois générés, il y a des effets induits qui, eux, seront aujourd'hui touchés.
Le plan social, il a lieu chez Next Radio TV. Le plan social, il a lieu chez l'équipe. Et avec des investissements qui ont été exorbitants, dit-on, et qui effectivement, et derrière, ne sont pas rentabilisés, Covid obligeant. Plus de transmission, plus de match, bref, une situation délicate. Là, le parcours que vous avez jusqu'à 2024, c'est quoi les grandes étapes? Il y a encore des emplois qui vont entrer, il y a encore des... Oui. Vous êtes en recrutement, excusez-moi, parce que ça peut intéresser ceux qui nous regardent. Non, mais je parlais de la construction, donc c'est vraiment 2021, 2022, 2023 C'est là, la construction, donc c'est autour de 12 000 emplois qui vont être mobilisés. Et ensuite, d'autres emplois vont prendre le relais, des emplois dans l'organisation, il y en a autour de 80 000. Donc là, c'est des emplois au comité d'organisation, par exemple, mais aussi chez tous les prestataires qui vont travailler avec nous. Ouais. Et puis ensuite, les emplois du tourisme, ceux-là, c'est 60 000, les derniers, qui vont être vraiment... Un chiffre positif dans le tourisme, un chiffre positif. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on a aujourd'hui ces éléments très, très concrets et objectifs qui nous permettent de travailler sur l'employabilité et sur qui on veut recruter et qui on veut mettre en formation pour s'assurer que ces emplois ne vont pas être juste ponctuels, mais plutôt durables. On espère qu'en 2024, il n'y aura plus ces masques. On l'espère tous qu'il y aura un vaccin, évidemment, parce que c'est très contraignant. Sinon, ça sera des règles sanitaires draconiennes. On aura des stades à moitié vides. Tokyo est en train de travailler sur ses copies, sur ces différents scénarios pour accueillir effectivement les Jeux en 2021. Bon, écoutez, on croise les doigts, en tout cas, pour que le sport, les amateurs, que ceux qui aiment le sport, pour le regarder ou le pratiquer, puissent le vivre pleinement, et puis que les clubs puissent continuer, évidemment, à prospérer, à nous faire rêver. Merci Magali Tézenas du Moncel. Merci d'être venue. Vous êtes déléguée générale de Sport Sora. Avec cette rencontre avec la ministre, vous allez continuer, j'imagine, à l'aiguillonner. Vous représentez 230 acteurs de l'économie du sport. Pierre Rondeau, économiste du sport, et vous êtes le co-directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès. Merci d'être venu sur le plateau. Et Marie Barzac, héritage et impact au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques, ça sera, et Paralympiques, je ne l'ai pas précisé, ce sera en 2024 à Paris. C'est presque la fin. On va s'intéresser à notre rubrique Fenêtre sur l'emploi, où on va quitter le sport. Encore que, on s'intéresse aux managers. Oui, les cadres ont des attentes, peut-être d'ailleurs des cadres dans le sport. On en parle dans quelques instants. Avec le cadre, Julien Breuil, le cadre. Mais qu'est-ce qui me prend, Julien? Vous êtes un habitué de l'émission. Vous êtes le directeur des études chez Cadre Emploi. Et on fait régulièrement, chaque semaine, pour le moins, vos études. En tout cas, on les commente. Là, c'est intéressant parce qu'on n'est pas sur la géographie du cadre. Non, on en a beaucoup parlé. On est sur, je dirais, plus de la sociologie. Oui. Vous avez sondé les cœurs des cadres en leur demandant... Le manager, là, comment vous le voyez, votre manager? Et là, il y a des chiffres intéressants parce que c'est 54% des cadres qui sont des managers. Ils disent qu'il faut un management de proximité, c'est ça? Alors, c'est vrai que déjà, il y a toujours une première surprise dans cette étude, c'est de voir le nombre de cadres qui sont managers. Finalement, ils ne sont que 54% des cadres à être des managers. Et lorsqu'on parle de management, on parle finalement de management de proximité, puisqu'ils sont 43% à manager des équipes de 1 à 5 personnes. Donc, c'est déjà une première surprise. Petite équipe. Il y a une évolution ensuite, mais on y reviendra, je pense, sur le management. C'est-à-dire que le manager n'est plus forcément un chef tel qu'on l'entend, mais plutôt un chef d'orchestre qui doit effectivement organiser son équipe autour des missions. Mais alors ça, on y reviendra peut-être un petit peu. C'est un couteau suisse, c'est important, parce que dans cette étude, on va savoir si c'est une projection du cadre ou si c'est déjà le manager d'aujourd'hui. J'en suis pas totalement certain. Regardez, ça c'est votre étude. Le bon manager, le couteau suisse, il faut qu'à la fois il fasse confiance, qu'il décide, qu'il écoute et qu'il fédère. Ça, c'est dans les items. On va les découvrir. Ouais. Alors, c'est pas simple, parce qu'il faut marier quand même beaucoup de qualités. Alors, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que ça explique pourquoi les cadres n'ont pas forcément envie de devenir des managers. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se sentent un tout petit peu à la croisée de toutes les contraintes, à la fois des directives de la direction, surtout dans une période de confinement où il va falloir aller générer un peu plus de chiffre d'affaires et un peu plus de pression, et en même temps de fortes attentes de la part des équipes qui n'ont pas toujours envie, soit de revenir sur site par crainte, notamment des contraintes sanitaires, soit de réussir à les gérer dans un contexte effectivement de télétravail. C'est vrai que tout à l'heure je disais, on a le sentiment et on a l'envie qu'un cadre, ça soit encore un chef. Enfin l'envie, en tout cas cette perception-là. Pour paraphraser un président, un chef, c'est là pour cheffer. Pour cheffer, c'est Jacques Chirac. C'est un petit peu moins le cas, exactement. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, on veut surtout qu'il délègue, qui nous écoute, 29% est en augmentation de 4 points, et qui fédère. C'est pour ça que je parle de chef d'orchestre plus que de chef, surtout dans un contexte où le confinement a sans doute un tout petit peu fait évoluer les rapports
de management, de hiérarchie et d'organisation. Mais là, Julien, là où l'étude est intéressante, c'est qu'on a envie de savoir si c'est une projection, un désir des cadres interrogés, ou est-ce que si les critères cités, si c'est une réalité. Est-ce qu'on est dans une projection, on se dit, ça c'est le manager qu'on va avoir demain, ou c'est le manager qu'on a aujourd'hui? Alors, moi, je pense personnellement que c'est plutôt un désir. C'est pas encore le cas. On peut voir dans les différentes organisations que le télétravail a un petit peu modifié les relations et que parfois certains managers ont envie d'avoir les équipes à proximité et ne pas être obligés de les gérer à distance. Ça doit s'organiser, ça doit se préparer. Donc je pense que c'est plutôt une perception de ce que devrait être le manager à horizon 2020, enfin 2020, 2021 et après, bien sûr. Il y a deux mots qui ressortent de votre étude. Il y a quand même le mot autonomie qui est intéressant. Il y a un désir d'autonomie et un désir de responsabilité. Pour aller un peu loin, est-ce qu'il n'y a pas une remise en question même de la fonction du manager ? Puisque les gens sont autonomes, puisqu'ils ont des responsabilités, puisqu'on produit convenablement, les études l'ont montré. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il y a une remise en question totale de ce qu'est un manager. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une évolution, puisque en fait, les organisations des entreprises ont évolué, notamment avec la digitalisation des entreprises, de plus en plus d'experts, et on parle souvent maintenant plus de chefs de projet que de managers. Donc en fait, la relation à l'équipe, elle n'est pas forcément hiérarchique, elle peut être transversale. Et j'allais dire, une organisation d'entreprise, elle est moins pyramidale et sans doute un peu plus horizontale, notamment dans les boîtes les plus digitales. Donc, c'est une remise en question. Est-ce que c'est sa disparition ? Je ne pense pas. On aura toujours besoin de managers ? Sans doute, sous une forme ou sous une autre. On le voit notamment dans le contexte où on a quand même besoin d'un accompagnement, de la proximité avec les équipes pour que les messages qui viennent de la direction soient bien véhiculés auprès, j'allais dire, des cadres qui sont à un niveau un peu moins élevé. C'est une relation subtile. À la fois, il faut faire appliquer ce qui vient d'en haut et être suffisamment agile et souple pour... c'est là la difficulté. D'où le fait que le manager a un rôle important, mais qui parfois est effectivement source de plusieurs contraintes, en tout cas perçues comme telles par les managers actuels. Fonction parfois un peu ingrate. On pourrait le dire comme ça. Voilà. Merci Julien Breuil, c'est à découvrir chez Cadre Emploi. Tout à fait. Qui n'est pas cette fois-ci le déplacement géographique des cadres et leur désir de vers, mais là c'est le regard qu'ils portent sur les managers et c'est à découvrir chez Cadre Emploi. Merci Julien, vous êtes le directeur des études. Merci à mes invités qui m'ont accompagné jusqu'à la fin. Merci à vous qui nous regardez et qui réagissez sur les réseaux sociaux. Évidemment, vous êtes très actifs. Merci à toute l'équipe. Merci à Fanny Griesmer. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je serai là, évidemment. Même heure, même lieu. À demain. Bye bye.